Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Wittmann. Grüß Gott. Freut mich. Vous Bei êtes Kommen diplomate, Sie. vous êtes président de Oui. l'Institut français, vous dirigez un nombre impressionnant dans le réseau culturel français à l'étranger qui comprend 98 instituts français, aussi 804 840 alliances françaises, qui organisent 3000 manifestations culturelles par an et il accueille 600 000 apprenants par an. Vous avez récemment sur diplomeweb.com, la revue géopolitique, écrit sur le soft power européen. Un espace politique s'ouvre aujourd'hui et je voudrais vous demander pourquoi vous pensez au soft et ne pas à la force tout court de la culture, ferment de cohésion, la littérature avec son pouvoir de nous émouvoir et son pouvoir de prédication comme un message éternel de paix émis par les créateurs. Bon, alors, tout d'abord, une petite précision, Monsieur Wittmann. Je ne dirige pas, je ne suis pas à la tête des 80, des près de 100 instituts français. Ce sont des instituts qui appartiennent, qui relèvent de la gestion du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'échelon central. Et localement, ce sont les chefs de poste, les ambassadeurs qui ont l'autorité sur ces instituts. Effectivement, les alliances françaises sont dirigées par des conseils d'administration à l'échelon local. Donc, c'est deux entités auxquelles l'Institut français apporte un ensemble considérable de ressources. C'est comme ça qu'il faut présenter ce qu'est l'Institut français. Alors, vous me posez la question, bon, soft power, c'est un titre qui a été ajouté par si je puis dire, DiploWeb, l'éditeur. Hein. Mon article initial qui a été publié dans la revue des anciens élèves de l'ENA s'intitulait « Et si c'était à refaire, je commencerais par la culture ». Donc, cette phrase que vous avez, enfin, par laquelle commence l'article. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, quand on parle de culture, je voudrais privilégier une acception large de cette notion de culture qui aille bien au-delà du répertoire qu'on range habituellement sous ce qualificatif sous ce terme de culture qui est patrimoine et création, mais je voudrais élargir cette acception à l'ensemble du champ des savoirs, des idées, du débat, de l'éducation. Et quand on pose, enfin, je dirais qu'il faut peut-être trancher cette question par votre question par une question préalable qu'on voit rarement apparaître, c'est celle de savoir s'il existe une culture européenne. Et là, je voudrais y répondre en observant l'Europe, en vous proposant d'observer l'Europe de loin, ce qui m'est arrivé puisque j'étais ambassadeur à Singapour. Et là, clairement, il n'y avait aucun doute sur l'existence d'une culture européenne. Et je dirais même plus que l'Europe, elle est définie par, la culture européenne est définie par sa diversité, sa richesse, son incomparable diversité et sa richesse, qui en font au fond l'essence même. Hein. Une phrase m'a frappé dans le discours d'investiture le 27 novembre dernier devant le Parlement européen de la présidente de la Commission, enfin, Mme von der Leyen, qui a dit, enfin, qui a capturé l'esprit de cette culture, disait-elle, c'est ce qui nous rend uniques. Notre âme, notre culture, notre diversité, notre patrimoine. Et voilà un peu comment je définirais la culture dans son acception la plus large. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a un pouvoir de prédication, les messages de paix émis par tous les créateurs. J'y ajouterai quand même un codicile, c'est que tous les créateurs n'ont pas toujours été, n'ont pas toujours envoyé des messages de paix. On trouve souvent des écrits ou des positions, des messages aussi qui ne répondent pas à cette définition, hein, des messages de paix. On a vu ça dans la littérature, dans le cinéma. On voit quand même je pense qu'il faut il faut accepter cette diversité, mais ne pas uniquement la réduire à disons une vision purement irénique.
je dirais que l'Europe est suffisamment forte et la culture européenne est suffisamment forte pour accepter aussi des messages différents. Voilà ce que je souhaiterais vous répondre. Alors, bon, élément de la culture était finalement assez peu présent, mais je pense qu'on aura, dans la dimension européenne, je pense qu'on aura encore l'occasion d'y revenir. Je pourrais ajouter évidemment message de paix, mais aussi surtout un message de liberté aussi. Voilà, deux choses qui vont sont pas exactement identiques, Oui. qui peuvent être convergentes, qui peuvent aussi être divergentes. Lors de la fondation de la communauté européenne dans les années 50, a-t-on oublié la culture? Et pourtant, il y avait, après la guerre, un grand besoin de revivre la culture. On attribue ces paroles à Jean Monnet. Si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Une phrase qu'il n'a jamais prononcée, mais qu'il aurait pu prononcer. Oui, merci. Au fond, cette mention, cette référence me permet de citer, effectivement, il ne l'a jamais prononcé, lui a été attribué, il aurait pu la prononcer, mais un autre père fondateur de l'Europe, Robert Schuman, a en revanche énoncé au fond la même idée lorsqu'il écrivait que, et je le cite, l'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une entité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé de ce terme. Et fin de citation. Et je crois qu'il faut l'accepter aussi, enfin, il faut traiter cette vision, disons, de Robert Schuman, précisément dans cette exception que j'ai essayé de partager avec vous. Donc, exception très large, c'est le patrimoine, c'est la création, mais c'est aussi, ce sont les idées, c'est le débat, c'est l'éducation, l'enseignement. Et je dirais que un intellectuel quintessentiellement européen, qui est récemment disparu, George Steiner, qui a apporté sa propre réponse, qui est peut-être moins anecdotique qu'elle n'y paraît à première vue, c'est l'Europe des cafés. C'était au fond un peu ce socle qui a permis à cette culture européenne d'émerger, enfin d'émerger, en tout cas de se développer, de bourgeonner, de devenir de plus en plus diverse. Et bon, peut-être en remontant plus loin, je dirais que il y a une autre fondation de la liberté, de l'idée européenne qu'on trouve dans l'Europe des salons. Comme vous savez, cette Europe des salons qui a été à son apogée pendant le siècle des Lumières, eh bien, c'était la culture des salons, c'était une culture de la liberté de penser. Des gens d'opinions très différentes se retrouvaient dans des salons, bon, peut-être un peu aristocratiques à l'époque, mais pour échanger ses idées, éventuellement s'opposer de façon ferme et forte, mais toujours dans la courtoisie et dans le respect de l'autre. Et je pense que cette idée irrigue encore aujourd'hui, cette notion irrigue encore aujourd'hui l'Europe. Et c'est ça, pour moi, cette culture européenne qui, au fond, qui nous est commune. Votre concept de la culture est une clé de l'émancipation des individus, mais elle est aussi un ciment de cohésion des nations et à ce titre aussi un outil politique aux mains des États, parce qu'elle relève en dernière analyse d'une logique de souveraineté et sans doute largement partagée par nos dirigeants qui, eux, n'en tirent pas toujours les conséquences, n'est-ce pas? Oui, ça c'est effectivement, c'est une sorte de double face au fond de la culture. Dans chaque État, au fond, on considère que d'ouvrir, de donner à tous les individus un large accès à la culture dans toutes ses dimensions, c'est une sorte de levier d'émancipation, hein,
c'est certainement quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles hein, en Europe. Mais aussi, ce qu'on a vu, c'est que la culture est aussi un instrument politique de cohésion des nations. Et donc, je pense que c'est un point important et qui explique, me semble-t-il, la posture qui a toujours été un peu réservée des des États membres de l'Union européenne, et ce, sans doute dès la fondation, dès les premières années de la communauté européenne. Et donc des États qui n'étaient pas prêts à mutualiser ou à diluer peut-être cette composante, enfin ce qu'ils considèrent comme une composante majeure de leur identité nationale, et peut-être encore moins de la confier à une bureaucratie lointaine. Et c'est ce qui, à mes yeux, est vraiment l'explication première de cette timidité, de cette réserve, de cette pusillanimité des États qui ont toujours préféré traiter de façon très nationale et pas européenne leur approche des politiques culturelles. Ce qui fait que la, enfin, les politiques publiques de l'Union européenne sont assez peu contiennent peu au fond de culture. Il y a quelques éléments, il y a des gens, enfin, au fil des années, au fil des décennies, des morceaux ont été détachés, enfin ont été confiés à l'Union européenne. Je crois que c'est en 2012 hein, au fond, en 2014 a été créé le programme Europe Créative, Europe qui a créative, oui. permis, ouais, qui a permis enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, mais la culture initialement n'était pas présente dans les traités, hein, mais on a vu quand même apparaître, la première fois que le mot culture est apparu dans un traité européen, c'est dans le traité de Maastricht, et on a vu apparaître quand même la culture dans différentes politiques européennes, bon, de protection du patrimoine, non, soutien à la création, mais on a vu aussi la culture embrasser des politiques économiques, hein, puisque quand on parle d'industrie culturelle et créative, de numérique, de propriété intellectuelle, il y a évidemment un enjeu économique aussi. On a vu aussi utiliser la culture dans les politiques de voisinage et de développement, comme, Oui. si vous voulez, un facteur, un outil de prévention des conflits, un levier de développement. Et voilà, donc je dirais, la culture est entrée par la petite porte dans le projet européen, mais je crois qu'il y a encore certainement un espace à occuper. Qu'est-ce que vous comprenez par le terme la souveraineté européenne? À ce propos, je rappelle le discours du président de la République à l'occasion de l'ouverture de la foire du livre, un de Oui. ses 13 discours sur l'Europe. Tout un système, j'ai écrit sur le blog, mais peu de Ouais, ouais. réponses, peu d'initiatives, sauf le pacte Macron-Merkel il y a quelques jours avec le Fonds européen. Oui, alors si vous voulez, je répondrai en essayant de vous donner ma propre définition de la souveraineté européenne sur le terrain de la culture. À mon sens, c'est une double démarche. D'abord, c'est une démarche interne, intérieure aux frontières de l'Union européenne, par laquelle il s'agit, me semble-t-il, de préserver par l'échange, par l'interaction, par la traduction, par les passerelles entre les institutions, les pays, de préserver l'écosystème qui me paraît constitutif du substrat de la culture européenne et au fond de ménager à cet écosystème, enfin, dans cet écosystème des espaces d'incubation et d'accélération pour de nouveaux développements.
de créateurs, ou qu'au fond, des créateurs européens travaillent ensemble, conduisent des projets conjoints. Et il y a une deuxième démarche qui consiste, là aussi, expression de la souveraineté européenne, qui pourrait être l'expression d'une souveraineté européenne à venir, qui consisterait à mobiliser toute la palette de la culture européenne, et dans l'acception large que j'ai évoquée au début de notre entretien, mobiliser toute cette palette pour, au fond, gagner l'adhésion des opinions publiques, des élites, des dirigeants à travers le monde, pour les rallier aux normes, aux valeurs, à la vision du monde, une vision que nous aimons qualifier de multilatéraliste, coopérative, cette vision du monde qui est celle de l'Europe. Et donc, il me semble que voilà, nous pourrions là vraiment jouer pleinement de toutes les ressources du soft power. Et je dirais que ces deux démarches vont de pair, car bon, la souveraineté européenne, enfin, ne se conçoit que par rapport à tout ce qui est extérieur à l'Union. C'est comme ça qu'on définit souvent la souveraineté. Je dirais que pour pouvoir être exercée, projetée hors des frontières de l'Union européenne, cette notion doit être assise sur un socle commun, sur ce socle commun qui a été forgé par l'histoire, qui a été continuellement enrichi des œuvres des créateurs, des artistes, des écrivains, des penseurs, irrigués par le maillage, au fond, de leurs relations. Et je dirais que parce que on s'aperçoit aujourd'hui que ce socle est corrodé par des dérives que je qualifie d'identitaires, des dérives identitaires qu'on voit à l'œuvre dans les États membres, un peu partout en Europe. Pour cette raison, ce socle doit être consolidé sans relâche. Donc, vous voyez, il y a cette double dimension de la souveraineté européenne, et je pense que c'est me semble-t-il, à partir de ce constat qu'il faut la consolider et se servir de cette souveraineté comme d'un levier à la fois interne et externe. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de creuser encore un petit peu. Qu'est-ce qui fait que la culture, le potentiel créatif, les valeurs et les idées, qui sont classiquement les outils du soft power, largement absents des débats de l'Europe, ce sont les États qui déploient les ressources de la culture, comme vous écrivez, sous le nom diplomatie culturelle ou diplomatie d'influence. Qu'est-ce que vous imaginez comme devrait changer? Alors, je dirais que effectivement, le fait que ce soit les États qui déploient leur diplomatie culturelle ou leur diplomatie d'influence, d'abord, bon, il y a une première raison, c'est que c'est un corollaire de cet instinct, au fond, collectif que j'ai mentionné au début de notre entretien, instinct collectif des États de préservation de leur culture, de tout ce qui pourrait paraître une mutualisation, une dilution, donc comme une menace à l'intégrité de cette culture nationale. Je dirais qu'il y a une deuxième raison qui est que chaque État se sert aussi de sa diplomatie culturelle ou sa diplomatie d'influence, où là les choses sont beaucoup plus claires, pour défendre ses intérêts dans le monde. Et c'est peut-être ce sur quoi vous vouliez attirer mon attention. C'est vrai que les États européens ont des intérêts qui peuvent être intérêts politiques dans le monde, qui peuvent être divergents, qui sont sur certains terrains convergents, sur d'autres sont divergents, et se servent de leur diplomatie culturelle, diplomatie d'influence, qui revêt encore d'autres aspects. Hein. Diplomatie d'influence est plus large que la diplomatie culturelle stricto sensu, mais qui s'en servent pour faire prévaloir leurs intérêts dans le monde et
éventuellement en appui de leurs intérêts économiques, de leurs intérêts politiques. Alors bon, tout ça fait partie aussi de la construction européenne depuis des décennies. C'est que nous faisons au fil des étapes de la construction européenne en sorte que ces intérêts puissent converger au mieux et le plus vite possible aussi, qu'on ait moins de raisons de divergence. C'est certainement bon, une mise en commun, un partage, je dirais, de l'ensemble des outils des pays de l'Union européenne au service d'une politique culturelle, d'une diplomatie culturelle de l'Union européenne, une diplomatie d'influence de l'Union européenne, serait certainement un levier extrêmement efficace. Et mon sentiment est qu'il ne serait absolument pas divergent avec les intérêts des États qui composent l'Union européenne. Je pense que ça serait au contraire un outil précieux sur le terrain pour faire valoir les intérêts de l'Union européenne, qui sont, me semble-t-il, quand même très largement les intérêts conjoints des États membres. Cette crise sanitaire que nous vivons et dont nous espérons sortir bientôt a beaucoup changé au niveau des habitudes, au niveau de la circulation, au niveau de la communication. Ne pourrait-on pas aussi concevoir des changements au niveau de la culture au moment où tout le monde cherche des issues pour sortir de cette crise? Je pense que vous soulevez là, M. Wittmann, un point important et qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai vu sur le terrain sur lequel nous opérons en tant qu'Institut français. Et d'ailleurs, tous mes homologues européens, nous avons une réunion il y a quelques semaines de cela, d'un groupe qui s'appelle ENIC, donc qui regroupe tous les homologues de l'Institut français dans le monde, des instituts culturels, et certains ministères aussi. Et donc, nous avons pu faire le constat que le secteur de la culture était durement touché par la crise, et peut-être plus durement que bien d'autres branches de l'économie, parce que c'est souvent un secteur fragile. Les artistes, les institutions, les centres culturels se sont retrouvés, au fond, empêchés de travailler totalement pendant le confinement. Les instituts que vous mentionniez, l'Institut français, des Alliances françaises, mais aussi l'Institut Goethe, le British Council, Cervantes, l'Institut culturel italien ont dû fermer. Les artistes qui se produisent traditionnellement dans des salles de théâtre, Ils ont perdu toutes leurs ressources. Ils ont perdu toutes leurs ressources. Oui. Certaines ces institutions sont publiques, soit à l'échelon local, soit à l'échelon national, ont pu traverser avec plus de facilité. Mais vous avez des entreprises privées, des théâtres privés, des cinémas qui se sont retrouvés vraiment sans ressources. Et donc, c'est un secteur qui a été vraiment perdu, qui a perdu des milliards de revenus dans cette période, cette crise sanitaire. Bon, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les aider à traverser cette mauvaise passe. On est en train d'en sortir. Mais vous avez raison de dire qu'il faut, au fond, c'est dans la culture qu'on peut retrouver une ressource pour rebondir, avec un besoin de se réinventer, qu'on sent partout. C'est que, pardon de citer ce dicton chinois, je ne suis même pas sûr qu'il soit, qu'il soit réellement reconstitué un peu partout, c'est que dans chaque crise, il y a une aubaine, une chance, une opportunité. Il y a certainement un besoin, par exemple, les centres de langue français dans le monde, les Alliances et Instituts français, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés
sans pouvoir accueillir un public d'apprenants, enfin de gens qui apprennent la langue française. Donc, il a fallu se réinventer pour eux, souvent dans l'immédiateté, et faire des classes, monter des classes virtuelles. L'Institut français les a beaucoup aidés à cette transition extrêmement rapide. Mais je pense que au fond, ce modèle de devoir, au fond, nager, d'être forcé d'agir dans un environnement très, très différent, dont on ne sait pas ce qu'il sera dans le sillage de cette crise sanitaire. Ça, c'est un aiguillon extrêmement intéressant et je pense que nous allons tous y travailler. Nous avons des projets de réflexion, notamment évidemment par les outils du numérique qui ont été évidemment, comme vous le savez, projetés véritablement sur l'avant-scène. Et par exemple, je voudrais faire une référence à une plateforme créée par nos amis de l'Institut Goethe de Munich, qui s'appelle Kulturama, que leur dirigeant Johannes Ebert nous a présenté dans cette réunion en visioconférence que je mentionnais. Une plateforme, Kulturama, donc une plateforme sur laquelle peuvent se retrouver tous les créateurs, c'est avec un calendrier des événements où on peut, au fond, soutenir aussi les artistes de cette façon. Je pense que c'est des pistes extrêmement fécondes qu'il faut explorer. Et voilà, certainement, nous pouvons, au fond, inventer de nouvelles modalités Oui. d'intervention, d'échange, d'interaction avec nos publics. J'ai aussi suivi avec beaucoup d'intérêt les webinaires de votre équipe de l'Institut français, qui étaient très, Merci. très bien organisés et qui m'a beaucoup plu. C'était une vraie richesse de les regarder. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi encore 2 questions. Quel rôle Oui. attribuez-vous à la jeunesse au plan culturel? Eh bien, voilà une question, je dirais, presque conclusive. Hein. Vous en avez encore une autre, je répondrai volontiers. C'est un rôle essentiel parce que la jeunesse, les jeunes, ce sont les citoyens d'aujourd'hui ou de demain, ce sont les créateurs de demain, ce sont aussi les consommateurs de la culture. Hein, et au fond, nous devons les former, les initier à ce message que j'ai mentionné au début de notre interview, que porte, que véhicule la culture. C'est le message de la diversité, c'est le message du respect, c'est le message de la tolérance. Et si j'élargirais, évidemment, il ne s'agit pas seulement de la jeunesse européenne, je pense que c'est toute la jeunesse du monde qui doit être, au fond, un peu ceux à qui nous souhaitons nous adresser. Ce sont les citoyens du monde, hors des frontières européennes. Je pense que le message à leur adresser, bon, au-delà de ce génie créateur, enfin, qui existe dans toutes les cultures, hein, de la création du patrimoine qu'on peut là aussi partager. Je dirais qu'il y a un autre message, c'est celui de partager nos idées, nos valeurs. Bon, on se réfère aux Lumières, à les idées des Lumières, enrichies par des siècles de débats. Mais justement, ce sont des idées, des valeurs de liberté, de démocratie, de pluralisme, d'état de droit. Et si on pouvait englober tout ça dans une formule, je dirais, de prévalence de la raison sur les passions. Et il y a, malheureusement, il y a des pays dans le monde où ce sont encore là des idées neuves. Et donc, je crois que nous ne devons pas nous interdire de les partager, certainement dans un esprit d'échange, de dialogue, de respect aussi. Hein. Mais c'est, à mon sens, là, le message le plus pertinent et le plus légitime de l'Europe. Et les récepteurs
de ce message, à mes yeux, ce sont les jeunes, c'est la jeunesse dans le monde qui, justement, à qui ces idées de liberté, de démocratie, de pluralisme peuvent vraiment parler, elles peuvent les faire rêver aussi. Et aujourd'hui, je dirais que aujourd'hui, s'il y a vraiment une partie du monde où ce message peut, à partir duquel ce message peut être émis, c'est l'Europe. Oui, je voudrais encore Vous vous aviez une demander, question. Oui. je vous, Vous aviez je une vous- question? la dernière question, Oui, oui, allez. est-ce que vous pourriez nous donner un petit message à l'adresse de nos élèves en Allemagne? Pourquoi devraient-ils apprendre le français et pourquoi surtout ne devraient-ils pas abandonner le français? Écoutez, pour moi, le français, on apprend une langue, par l'apprentissage d'une langue, on accède à une culture, mais on accède aussi à une façon de penser, une façon de raisonner euh, qui est différente de celle que l'on peut trouver dans le globish qui s'installe dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut notre monde a besoin de diversité. Et elle ne peut pas, cette diversité de la pensée, de la réflexion, de la création, et cette diversité ne peut pas fleurir sous un rouleau compresseur d'une seule langue qui est souvent très malmenée d'ailleurs euh, ça me fait même de la peine d'entendre. Bon, ça peut être une langue de communication, ce globish que je dénonce, mais au-delà de ça, c'est vraiment une clé d'accès à un mode de pensée, un mode de réflexion, et qui me paraît important pour l'éducation de la jeune génération, de vos apprenants de français. Je les invite à persévérer, ils découvriront un trésor caché, comme dans la fable de La Fontaine. Et voilà, que je les invite d'ailleurs à lire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur Frankreich Blog. Et voilà, je salue tous vos fidèles abonnés, souhaitant une excellente journée le jour où ils écouteront, visionneront cette interview. Merci beaucoup. Merci.